Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice éco-sociale. Oui, j'ai déménagé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réaction, oui, c'est une première, sur la dernière vidéo de la chaîne Partager c'est sympa, publiée il y a 2 mois. Dans une vidéo datant du 31 mai 2021, la chaîne Partager c'est sympa annonce qu'elle va temporairement arrêter de produire des vidéos. On rappelle que la chaîne a 5 ans et demi, contient 142 vidéos et cumule 263 000 abonnés et 11,6 millions de vues cumulées. Donc dans le monde restreint mais très dynamique du YouTube politique, eh ben oui, c'est un petit événement. Et j'ai trouvé que leurs vidéos abordent plusieurs thèmes liés aux mouvements sociaux, notamment la question du changement ou de l'absence de changement et ses implications sur le moral des militants, mais aussi la manière d'exprimer des idées politiques sur YouTube. Donc évidemment, ça m'intéresse, ça m'interpelle et je voulais vous partager tout ça ici. Et en plus, ça va me permettre de vous faire quelques petites annonces sur l'avenir de cette chaîne à la fin de la vidéo. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors avant de commencer, je vais vous donner rapidement mon avis sur la chaîne Partager c'est sympa, histoire que vous puissiez un petit peu mieux me situer. Alors globalement c'est une chaîne avec laquelle j'ai plutôt de la sympathie, même si il m'arrive de ne pas être d'accord avec la ligne éditoriale ou même les invités à qui on donne la parole. Donc ça c'est en grande partie parce que je m'identifie à des écoles de pensée politique qui sont tout simplement différentes de celles qui sont mises en avant dans la chaîne. Donc forcément parfois on a des désaccords sur les constats ou sur les solutions. Mais malgré tout, en plus d'avoir une identité visuelle très travaillée, c'est quand même une chaîne qui a fait un travail très intéressant. Ce sont des gens qui viennent du monde militant et qui ont continué à dialoguer avec le monde militant dans leurs vidéos, ce qui pour moi constitue l'une de leurs forces, ou en tout cas leur originalité. Alors pourquoi les gens de Partager c'est sympa ont-ils décidé d'arrêter temporairement leurs vidéos et qu'est-ce que ça amène comme réflexion sur le monde militant, les mouvements sociaux et YouTube? Aujourd'hui, on ressent une fatigue, un manque de motivation à l'idée de refaire des vidéos sur ces mêmes sujets, sur ces mêmes problèmes, quel que soit le format en fait. Les emmerdes qu'on annonce vidéo après vidéo, elles se réalisent et on n'a pas envie d'être là à dire aux gens je vous l'avais bien dit. Oui, le piège de la dette s'est refermé, oui, c'est chacun pour soi au niveau de la sécurité alimentaire et la précarité. Oui, la stratégie du choc bat son plein, oui, le chômage de masse servira à réduire nos droits et à faire avenir au pouvoir des fascistes. Oui, l'extinction de masse est en cours et les États vont tout détruire pour maintenir le statu quo. Certes, l'histoire n'est pas écrite, mais oui, on perd. Et non, ce qu'on fait ne suffit pas. Non, une pandémie, des catastrophes naturelles ne suffisent pas à faire advenir le monde d'après. Et non, on ne sait pas réparer. Ce qui est perdu à jamais. Je vous l'avais bien dit. Vous voyez, c'est usant, ça ne nous motive plus. Alors on arrête, pour un temps en tout cas. Vivre autre chose, reprendre du souffle et peut-être poser quelques pierres pour la suite. Alors ici, l'équipe de Partager c'est sympa nous exprime une sorte de fatigue, une sorte de découragement face à une situation où les causes qu'ils ont à cœur ne semblent pas avancer. Et on voit ici que c'est une situation qui les impacte d'un point de vue moral et qui amène tout un tas d'émotions négatives. Et là, on revient sur des enjeux que j'avais déjà abordés en vidéo concernant la place des émotions dans les mouvements sociaux. Il faut savoir que les émotions jouent un rôle très important dans les parcours militants, que ce soit par rapport à la décision de s'engager ou la décision de se désengager. On a souvent tendance à penser que les personnes qui se politisent et qui militent ne seraient motivées que par des émotions négatives, comme l'indignation face à une injustice. Mais les émotions positives, comme par exemple l'espoir, jouent aussi un rôle très important. On se mobilise précisément parce qu'on a l'espoir de contribuer par notre engagement à faire changer un certain nombre de choses. Et soyons très clairs, on se passerait bien d'aller en manifestation, surtout dans des contextes de répression policière variés. Le temps pris à manifester, à s'informer, à agir, à en parler autour de soi, c'est du temps qu'on pourrait consacrer à tout plein de choses, et parfois bien plus agréables. Alors, pourquoi on ne lâche pas? Parce qu'on a autant d'indignation contre un système que d'espoir de le changer. Mais du coup, si on perçoit qu'il n'y a pas de changement, un mouvement peut très vite perdre en vitalité. On arrive à arracher des victoires importantes, mais ça ne change pas le tableau. On pousse dans le bon sens, mais le mur est trop grand, trop haut, trop con. C'est chiant de perdre de la manière dont on perd, par l'apathie et l'indifférence d'une masse exploitée et la cupidité et les magouilles d'une minorité agissante. C'est une fatigue militante, du découragement tout simplement.
Un autre point abordé dans la vidéo de partager c'est sympa, et qui finalement est à la source des émotions négatives dont on vient de parler, concerne la frustration et le doute face à l'objectif de la bataille des idées sur YouTube et sur Internet en général. Mais par certains côtés, on a peur d'avoir participé à ce qu'une centaine de milliers de personnes se pensent engagées et militantes juste parce qu'elles partagent des vidéos et retweetent des articles. Je voudrais que les gens agissent d'abord, puis ils diffusent. Agir, puis partager. Alors ici, Vincent semble vouloir nous parler des limites de la performativité militante. Cette idée qu'il suffit de partager des vidéos, des articles ou du contenu issu de Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok pour être un bon militant ou une bonne militante. Le militantisme est réduit à faire circuler tout un flot de données et d'informations sur les espaces virtuels, parfois de manière très superficielle. Il s'agit avant tout de se positionner, mais pas forcément d'agir hors de cet espace virtuel. Le militantisme est réduit à une identité. Métro, boulot, vidéo, dodo. Entre être éveillé et conscient et agir, il y a un gouffre apparemment. Et d'une certaine manière, je comprends ce que veut dire Vincent à ce moment-là. Car en effet, partager des vidéos et passer son temps à tweeter ou retweeter, ce n'est pas suffisant. Tout comme ce n'est pas suffisant de mettre à jour sa photo de profil avec le dernier bandeau disponible. Et en même temps, il faut vraiment réaliser à quel point il est difficile de s'investir et de s'engager au-delà des réseaux sociaux. Les obstacles sont très nombreux. Et donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment mettre dans le même panier les personnes qui n'en ont vraiment rien à faire et les personnes qui sont réellement touchées par ces enjeux, que ce soit directement ou indirectement, mais qui sont juste un petit peu perdus sur savoir quoi faire. Et par ailleurs, on ne sait absolument pas si le public de la chaîne n'agit pas. Peut-être qu'une certaine partie de ce public a changé sa manière de consommer, a commencé à participer à des manifestations, s'est mis à soutenir des assos, ou je ne sais quoi encore. Alors est-ce que ce serait assez? Je ne sais pas, probablement que non, mais cela démontrerait que le travail de cette chaîne n'a pas été vain. Alors c'est vrai qu'a priori, la bataille des idées sur les réseaux sociaux semble n'aller nulle part. Et oui, les plateformes virtuelles ont beaucoup de limites, notamment concernant le passage à l'action. Mais de nombreux chercheurs et chercheuses indiquent que les réseaux sociaux sont devenus des lieux de politisation qui contribuent à construire notre identité politique. Et vu comme ça, les réseaux sociaux peuvent être vus comme un véritable champ de bataille visant à maintenir ou à renverser l'hégémonie culturelle, et dans lequel s'affrontent une multitude d'acteurs. Et je n'utilise pas le mot hégémonie culturelle au hasard, je le tire évidemment de Gramsci. Et ici je ne vous parle pas de mon chat, mais du théoricien marxiste italien, dont les enseignements pourraient, selon moi, nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue sur les réseaux sociaux. Gramsci fait la différence entre la guerre de mouvement et la guerre de position. La guerre de mouvement désigne la stratégie politique visant à s'emparer physiquement de l'appareil coercitif de l'État. Autrement dit, à prendre le pouvoir par la force ou par les élections. La guerre de position, quant à elle, désigne la stratégie politique visant à lutter contre la domination culturelle de la classe dirigeante, notamment par la formation d'une contre-culture qui amènerait à rejeter les valeurs bourgeoises et à propager des analyses et des idées révolutionnaires via des médias, des organisations associatives et syndicales ou des partis. Et pour Gramsci, ces stratégies sont complémentaires. Un mouvement dont le seul objectif serait la conquête du pouvoir et qui serait rivé sur le court terme risque de perdre le soutien des groupes sociaux qu'il prétend représenter. Et inversement, un mouvement dont le seul objectif serait de renverser l'hégémonie culturelle sans envisager la conquête du pouvoir est voué à l'échec car il laisserait à la classe dirigeante bourgeoise tous les outils institutionnels à même de le ralentir, de l'arrêter et de le réprimer. Selon Gramsci, la guerre de mouvement et la guerre de position doivent donc s'articuler au sein d'une même stratégie. Et pour moi, l'analyse de Gramsci permet de mieux concevoir si la bataille des idées sur les réseaux sociaux a un sens. Et si l'on considère que les réseaux sociaux sont le théâtre d'une guerre de position, alors oui, la bataille des idées a son importance, car elle contribue à former une culture opposée à l'hégémonie culturelle qui maintient le système capitaliste. Mais en effet, elle risque de manquer ses objectifs si elle ne s'articule pas dans une guerre de mouvement. Et ça pose inévitablement la question de nos ambitions par rapport à la finalité de cette bataille des idées. Alors comment cette guerre de position pourrait-elle s'articuler avec une guerre de mouvement? Vincent Verza, dont le travail d'information et d'éveil des consciences s'intègre à cette guerre d'opposition, nous partage brièvement sa vision des choses. On a l'impression qu'on arrive moins à amener des gens
à changer, à lutter en fait. C'est un truc trop bête, mais vous êtes trop nombreux maintenant à regarder nos vidéos pour qu'on puisse vous renvoyer vers des petites initiatives qui auraient besoin de gens. Parce que vous seriez trop, vous les déborderiez complètement en fait. Ce qui semble beaucoup compter aux yeux de Vincent, c'est que les gens qui ont été interpellés par ces vidéos soient amenés à s'investir dans de petites initiatives locales. Et cela ne me semble pas anodin. Tout un pan de l'écologie politique, en tant qu'école de pensée, est fondé sur l'idée que la solution se trouve au niveau local, où les gens peuvent s'investir, s'autogérer et s'auto-organiser. Il y a une grande valorisation de ce qu'on appelle en anglais les grassroots movements, qui désignent des mouvements qui reposent essentiellement sur les initiatives des communautés locales ou régionales, selon un modèle où la prise de décision, l'organisation et le changement social se fait du bas vers le haut. Alors c'est une vision qui a beaucoup d'intérêt, mais qui me semble avoir une tendance à négliger certaines considérations et réflexions concernant la place de l'État, concernant aussi la place des institutions et finalement la question du pouvoir. Et d'ailleurs, j'avais un peu cette même vision quand j'ai commencé à former ma pensée politique, qui était justement très ancrée dans l'écologie politique. À l'époque, je pensais qu'il suffisait de créer et de maintenir des mouvements sociaux puissants et dynamiques pour pouvoir changer les choses. Alors aujourd'hui, par les réflexions et les connaissances que j'ai acquises à travers mes études doctorales, mais aussi mes expériences protestataires et associatives et tout simplement mon regard sur l'actualité, je vous dirais que oui, les mouvements sociaux sont essentiels, mais si la présence de mouvements sociaux est importante pour opérer une transformation radicale, systémique et souhaitable de notre société, je vous dirais aussi qu'il s'agit d'une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Une volonté de changement radical, même lorsqu'elle est soutenue par un très grand nombre de personnes, n'aboutit pas automatiquement au changement désiré. Et encore moins lorsque ce changement radical va à l'encontre même des principes qui permettent au système, ici capitaliste, de fonctionner. Ainsi, la vidéo de Partager c'est sympa traduit la déception et la frustration de toute une partie du monde militant qui s'identifie à l'écologie politique et qui, selon moi, était un peu prévisible. Prévisible par excès d'optimisme et de confiance envers le pouvoir des mouvements sociaux, et prévisible de par la difficulté ou le refus de poser la question du pouvoir, de l'État et de son inertie face aux revendications des mouvements sociaux. La politique répressive sous le mandat d'Emmanuel Macron me semble bien illustrer ces phénomènes. Mais avec l'élection présidentielle de 2022, nous avons l'occasion de montrer à Vincent et à l'équipe de Partager c'est sympa que nous pouvons faire autre chose que de partager des vidéos, et notamment en votant pour le programme qui se rapproche le plus de nos convictions et qui esquisse le plus le monde dans lequel nous souhaiterions vivre. Alors bien évidemment, le vote est loin d'être le seul outil à notre disposition. Mais si l'on comprend le système néolibéral comme étant un système où l'État se met au service des intérêts privés, il me semble qu'on ne peut pas se permettre d'évacuer la question de la reconquête de l'appareil étatique, à travers notamment les élections. Et avec l'instauration d'un véritable dialogue avec un gouvernement ou un parlement qui serait plus réceptif à nos revendications, nous pourrions effectivement changer un certain nombre de choses rapidement. Et là encore, je ne dis pas que ces changements seront automatiques, je ne suis pas naïve. Il peut y avoir des renoncements de la part des responsables politiques, et même lorsque leurs convictions restent intactes, il faut prendre en compte que de nombreuses forces vont tenter de les arrêter. Mais néanmoins, nous avons tout à gagner à instaurer un dialogue fécond entre le monde politique, le monde militant, associatif et syndical, mais aussi le monde intellectuel et artistique. À comprendre le potentiel et les limites de chacun de ces acteurs afin de pouvoir faire en sorte que les idées et les valeurs qu'ils partagent et que nous partageons puissent transformer de manière positive notre société. Et les créatrices et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle là-dedans. C'est une réflexion qui m'est venue bien avant la vidéo de Partager c'est sympa. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vu une vidéo d'un vidéaste communiste américain qui reprochait aux chaînes YouTube de gauche aux États-Unis d'être devenu un business de divertissement intellectuel, plus occupé à s'auto-entretenir via la vente de merchandising et les pages Tipeee, qu'à travailler à produire de véritables changements sociaux. Alors je tiens à préciser que justement, Partager c'est sympa ne me semble pas trop tomber là-dedans si on regarde les liens qui ont été entretenus avec le monde militant. Et je pense aussi qu'il y a des points à nuancer dans les propos de ce vidéaste, mais globalement, la question mérite d'être posée.
est-ce que le contenu politique de gauche sur YouTube permet de donner des outils utiles pour faire face à la situation politique actuelle et qui soit à même d'alimenter les transformations sociales que nous voudrions voir arriver? C'est également un sujet qui est abordé dans la vidéo de Partager c'est sympa, où Vincent indique qu'il va essayer de renouveler son utilisation des réseaux sociaux. Et j'en profite d'ailleurs pour lui souhaiter bonne chance. Et donc je pense que c'est important que les chaînes politiques situées à gauche repensent la manière dont elles produisent du contenu. Et pour moi, être à la hauteur de la situation que nous sommes en train de vivre, c'est contribuer à éviter le pire avec les moyens que nous avons à disposition. Et ici, cette chaîne YouTube. Alors bien sûr, je vais continuer les fiches de lecture parce que je pense qu'elles sont utiles pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mais à côté de ça, je vais aussi explorer d'autres formats dans lesquels on va aborder des sujets de société qui me semblent importants à aborder à l'approche de l'élection présidentielle. Alors on va être clair, il ne s'agira pas de vous dire pour qui voter ou de vous faire la promotion du parti pour lequel je compte voter. Il ne s'agira pas non plus de participer à la brutalisation toxique des relations sociales sur Internet. Reproduire le pire de l'infodivertissement sur YouTube, ça ne m'intéresse pas. Le but de cette chaîne, c'est de développer la curiosité, l'empathie, l'esprit critique. C'est pas de vomir du mépris et de l'ignorance sous couvert d'une dissidence intellectuelle ou de je ne sais quel esprit subversif. Il s'agira de décortiquer un certain nombre de sujets et de mots qui vont se retrouver omniprésents dans les débats à venir à l'aide des outils de la science politique et de la sociologie des mouvements sociaux. Et tout ça avec une approche pédagogique, nuancée et sans agressivité dans le ton. Pas parce que je pense qu'on n'a pas le droit d'exprimer sa colère, bien au contraire, mais parce que c'est pas le genre de contenu vidéo que j'ai envie de produire, tout simplement. Et d'autant plus qu'on va parfois traiter de sujets assez polémiques et qui ont tendance à susciter des réactions assez vives chez les gens. Donc sur des sujets comme ça, moi je préfère y aller avec un ton plus calme et posé, parce que typiquement l'inverse, moi ça me rend anxieuse. Et du coup je voudrais pas vous faire subir ceux que je n'ai pas envie qu'on me fasse subir. Je vous retrouve donc la semaine prochaine dans ce nouvel appart et ce nouveau décor pour de nouveaux contenus. Et en attendant, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire ou à partager la vidéo. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, des autres et de la planète.